Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage, du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans d'Explorer, avec aujourd'hui le final triomphant, l'apothéose d'une saga d'action du cinéma hollywoodien extrêmement populaire, et populaire y compris parmi nous, les cinéphiles, ce qui est relativement rare pour être souligné. J'ai nommé le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning, écrit et réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise dans le rôle principal. Film présenté il y a quelques jours au Festival de Cannes, en séance spéciale, en avant-première mondiale, qui avait sur la croisette, de ce que j'ai pu en entendre de là où je suis, c'est-à-dire de mon clapier de la région parisienne, tout comme vous, qui avait laissé des impressions mitigées, une espèce de finale en demi-teinte, loin de l'apothéose tant attendue. Et en plus de ça, paraîtrait-il que malgré ce que nous a vendu, à savoir qu'il s'agissait de l'épisode conclusif de la saga, ils sont déjà plus ou moins en train de sous-entendre qu'en fait c'est pas du tout le dernier, c'était bien la peine de faire tout ce marketing ultra agressif sur le fait qu'enfin on allait avoir la conclusion, qu'enfin Papy Tom Cruise, 62 ans, allait pouvoir tranquillement profiter de ses beaux jours et prendre sa retraite, parce qu'on rappelle que sur ce podcast, la retraite c'est 60 ans, et qu'il l'a déjà largement dépassé, donc on lui souhaite tout le repos bien mérité qui lui est dû après toutes ces années à aller cavaler aux quatre coins du monde. Je me suis donc, comme je suis un mouton, tout comme vous, très certainement, je me suis rué en fait, le jour de la sortie sur cette apothéose, sur ce chapitre final des aventures de Tom Cruise alias Ethan Hunt, et je dois vous dire que le sentiment qui domine en moi, qui a dominé tout au long du visionnage, c'est celui d'une déception. Non pas d'une immense déception, parce que ma relation avec la saga Mission Impossible est une relation assez distante finalement. Il y a certains opus de la saga que j'aime beaucoup, il y en a certains que je trouve tout à fait divertissants mais sans plus, il y en a que je n'aime pas du tout. Bref, c'est pas du tout une saga, si vous voulez, que je porte particulièrement dans mon cœur, dont j'attendrai comme ça fébrilement chacun des opus, mais il faut tout de même souligner que cette saga a une place particulière dans le cinéma hollywoodien, notamment par l'usage revendiqué qui est fait de cascades réelles, de situations réelles, d'événements d'action réellement filmés, donc bien loin de la démarche des fonds verts omniprésents que l'on a maintenant dans les productions hollywoodiennes. Donc rien que ça, rien que cet argument qui est en partie un argument marketing, mais qui devient aussi une posture esthétique cinématographique, c'est quelque chose à prendre en compte, et c'est quelque chose qui lui fait, en effet, à cette saga, occuper une place particulière dans le paysage cinématographique des blockbusters. Mais pour autant, si évidemment j'avais pu prendre du plaisir, comme je le disais, devant certains opus, je n'ai jamais trouvé que Mission Impossible regorgeait, on va dire, de scènes d'action particulièrement marquantes en termes de cinéma. C'est autre chose, pour moi, qui est à l'œuvre dans Mission Impossible, et c'est ce que l'on va pouvoir en partie analyser dans cet épisode, à travers donc ce sentiment de départ, qui est le mien, que peut-être que vous le partagez, qui est celui d'une déception. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, beaucoup de petits détails qui méritent, que ce soit en termes de mise en scène, en termes de scénario, en termes politiques également, mais pour bien introduire cette critique, il me fallait, si vous voulez, résumer un peu la nature de ce sentiment de déception qui ne m'a pas quitté durant ces 2h50 de visionnage, temporalité 2h50 qui va beaucoup nous occuper dans cette critique, parce qu'à mon avis, le fond du problème est là, dans cette durée. Si vous voulez, cette déception, elle est tout simplement due au fait que le frisson n'est jamais venu. Vous savez, ce frisson, ce sentiment-là d'être cloué sur place sur son siège, qui est vraiment typique d'un grand cinéma d'action, qui, par la démesure de moyens, par l'inventivité de son découpage, de la manière de cadrer, par la performance des cascadeurs, par le moment de cinéma qui, une fois tout le mariage entre ces différents éléments opérés, produit un sentiment de démesure, de puissance absolue, quelque chose qui est finalement quelque chose de l'ordre du surhomme en fait, si vous voulez, une manière qu'a l'être humain en se regardant à travers ce type de film, de se dire putain, c'est fou ce qu'on est capable de faire, c'est fou à quel point nous pouvons être des héros. Ce frisson-là, ce sentiment-là n'est jamais venu. Et pourquoi est-ce qu'il n'est jamais venu ?
Eh bien, j'ai, pendant tout le visionnage du film, pas arrêté de penser à 2 autres longs métrages, hollywoodiens également, donc 2 gros autres blockbusters, l'un avec Tom Cruise, l'un sans Tom Cruise, et en fait je n'ai pas pu m'empêcher de les comparer, systématiquement, et principalement les scènes d'action, que je trouve particulièrement dans ce film, ce qui n'est pas le cas de tous les films de la saga Mission Impossible, particulièrement décevantes. D'abord, elles sont très peu nombreuses, en réalité. Premier étonnement que l'on peut avoir en tant que spectateur. 2h50 de film, environ, je pense, mis bout à bout, 30 à 40 minutes de scènes d'action, ce qui nous fait plus de 2h10 de scènes de parlotte, en fait. Enfin, je veux dire, de scènes, de dialogue, d'exposition, d'avancement de l'intrigue. Ce qui est un ratio extrêmement étrange, d'une part pour un opus qui se veut l'apothéose, je le disais, d'une saga d'action, mais d'autant plus étrange lorsque l'on le compare à un autre opus d'une saga d'action hollywoodienne qui devait lui aussi être l'apothéose avant qu'on nous annonce un nouveau film, ce qui est un peu le cas aussi de Mission Impossible. J'ai pas arrêté, pendant le visionnage de Mission Impossible, à penser à John Wick 4. Parce que le positionnement des 2 films est relativement similaire quand même. John Wick 4, opus final, apothéose du parcours du personnage joué par Keanu Reeves, durée extrêmement longue également, je crois que le John Wick 4 dure 2h40, quelque chose comme ça, et pareil, promesse d'une overdose d'action. Et quand on compare le ratio de scènes d'action, scènes de dialogue, scènes d'intrigue, John Wick 4 doit avoir, allez facile, 30 minutes de scènes de scénario pur, c'est-à-dire de dialogue, ce qui nous laisse 2h10 d'action ininterrompue. Et cette démarche de John Wick 4, d'enchaîner les scènes d'action comme ça, de façon totalement... c'est presque du gavage, en fait, si vous voulez, du spectateur, une espèce d'overdose de testostérone, d'action, de violence, crée un sentiment, je trouve, qui était extrêmement particulier pour le spectateur, qui était un sentiment presque expérimental, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu John Wick 4 en salle, je n'avais jamais vu un film d'action qui assumait à ce point de revendiquer la scène d'action comme une scène artistique. C'est-à-dire que si vous voulez, et on va revenir à Mission Impossible, hein, je vous le promets, ne vous inquiétez pas, John Wick 4 est un film qui, parce qu'il est réalisé par des cascadeurs, nous dit en permanence, la cascade n'est pas un moment épique dans un scénario où ce serait le travail du scénariste, du réalisateur qui serait l'objet d'art, et la scène d'action un moyen de faire avancer cette intrigue ou de divertir simplement le spectateur. Le positionnement de l'équipe artistique de John Wick 4, c'est de dire la scène d'action est un objet d'art. La scène d'action est un ballet, une chorégraphie entre différents danseurs, entre différents cascadeurs, et cette chorégraphie-là est source de beauté, est source de cinéma, et l'objet esthétique principal de la démarche du film est dans cette action-là, est dans le fait de filmer des gens qui ne sont jamais considérés comme des artistes, les cascadeurs, et de revendiquer le fait que c'en sont des artistes. Parfois de manière très ostentatoire dans John Wick 4, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez correctement du film, mais énormément de scènes d'action ont lieu dans des musées, par exemple. Ce qui est un choix très appuyé de chorégraphier l'action au sein d'un musée, comme pour revendiquer un parallèle entre les œuvres accrochées au mur et la performance artistique donc que produisent les différents cascadeurs et la scène d'action comme tableau artistique. Ce choix n'est pas du tout celui qui a été fait dans Mission Impossible. Tout au contraire, et c'est un choix relativement étrange encore une fois, l'accent est très clairement mis sur le scénario. On nous promet une intrigue rocambolesque, avec de très nombreux retournements et des moments d'une grande intensité émotionnelle et dramaturgique. Et cette omniprésence du drame, c'est-à-dire vraiment du fait que c'est les conflits entre les personnages, que c'est les rebondissements, les twists, qui vont, si vous voulez, constituer le cœur de l'expérience du spectateur, ce que, à mon avis, Christopher McQuarrie attend, ce qu'il espère, que l'on soit ému, que l'on soit en tension par rapport à ce qui va arriver au personnage, rend finalement les scènes d'action extrêmement secondaires en réalité. Et j'ai du mal, dans ce film, à voir ces scènes d'action comme des moments de bravoure cinématographique particuliers, dans la mesure où les scènes en question, qui sont au nombre de 2, il y a vraiment 2 grosses scènes dans Mission Impossible 8, qui sont des moments, on va dire, d'apothéose du cinéma d'action. On a une poursuite en avion, autour de laquelle toute la promotion se fait, et on a une scène dans un sous-marin. Ces 2 scènes
sont plus ou moins des redites de scènes qu'on a déjà eues avant. Il y a déjà eu une scène d'apnée dans Mission Impossible 5, et il y a déjà eu une scène de poursuite dans les airs dans Mission Impossible 6. Et ces deux scènes sont étirées, elles sont beaucoup plus longues que dans les deux exemples que je viens de citer, mais elles ne constituent pas, si vous voulez, une démarche spécifique à ce film-là, qui viserait à nous dire « Regardez, j'ai très longuement réfléchi à ce que l'on pourrait produire comme scène d'action pour proposer vraiment un moment de cinéma particulier, singulier, qui va produire quelque chose de beau. » De beau au sens de, voilà, vous allez vivre une émotion artistique qui est propre au cinéma d'action à travers ces deux scènes. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, ces deux scènes sont traitées comme des péripéties. Parce que ce qui est important, l'enjeu principal, ce ne sont pas les scènes en elles-mêmes, contrairement à John Wick 4, c'est vraiment le scénario. Le scénario, le destin des personnages, comment est-ce que ce scénario se raccroche aux 7 films précédents, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais je vous disais que j'avais pensé à 2 films. John Wick 4, donc, pour son travail de la scène d'action comme objet esthétique à part entière, et non pas comme moyen de faire avancer l'intrigue, et le deuxième film auquel j'ai pensé, c'est Top Gun Maverick. Là aussi, avec Tom Cruise, réalisé par Joseph Kosinski, qui est une de mes expériences de cinéma hollywoodien les plus fortes que j'ai pu vivre en salle. J'étais allé voir ce film en IMAX, et j'ai été bouleversé par le film. Non pas par son scénario, non pas par l'émotion produite par l'intrigue, encore une fois, mais tout simplement par les scènes, par ce qui se passait à l'écran, par le positionnement de la caméra, par le choix de ce qui était filmé. Et vraiment, et je suis très sincère en vous disant ça, j'en ai été ému aux larmes. Ce qui peut paraître étrange, parce que en soi, Top Gun Maverick est un film très intense émotionnellement, mais c'est pas du tout ça qui m'a touché. Ce qui m'a vraiment bouleversé, et je vous jure que j'en ai pleuré physiquement, c'est tout simplement la maestria de cinéma qui se dégageait devant moi. La scène d'intro de Top Gun Maverick, la scène où le personnage de Tom Cruise doit envoyer, vous savez, un avion plus ou moins spatial qui doit voler dans l'atmosphère, cette scène-là m'a ému aux larmes. Parce que je me suis dit, le cinéma d'action hollywoodien fait encore de l'art. Là, il y a de l'art. Je suis en train de voir quelque chose qui est un objet esthétique à part entière. On s'en fout de l'intrigue, on s'en fout de ce que ça raconte. Je suis en train de voir du cinéma. Du cinéma à part entière qui revendique de me provoquer une expérience non pas scénaristique, non pas d'un point de vue de l'intrigue, mais de me procurer une expérience de contemplation. Regarde à quel point ce que je te montre est démesuré. Regarde à quel point ce que l'homme est capable de faire est quelque chose d'extraordinaire. Regarde à quel point nous sommes des héros. Regarde à quel point ce que fait cet homme est sublime. Et là, pour le coup, ce frisson dont je vous parlais, je l'ai eu devant Top Gun Maverick. Je l'ai eu devant John Wick 4. Parce que le positionnement est celui de revendiquer l'action, la scène d'action, comme objet d'art à part entière. Maintenant que j'ai dit ça, il y a un contre-argument qui pourrait venir très vite, et c'est ce qu'on entend beaucoup, je trouve, dans la bouche des défenseurs, des gens qui sont amoureux de la saga Mission Impossible et qui essayent d'intellectualiser cet amour. Ils nous disent, mais en fait, l'objet d'art dans les Missions Impossibles, c'est évidemment pas le scénario, puisque personne ne va défendre les scénarios particulièrement de Mission Impossible en disant que c'est extrêmement profond, poussé, etc. Non, évidemment que non. C'est la performance de Tom Cruise. C'est ce que Tom Cruise fait de son corps. C'est l'héritage d'un certain burlesque du cinéma muet, on peut penser à Buster Keaton par exemple, qui, pareil, se mettait dans des situations de danger absolu pour produire une forme de sidération en fait auprès du spectateur, de se dire mais attends, mais comment il a fait ça? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est hyper dangereux. Et cette idée que la dangerosité que vit Tom Cruise à travers les scènes d'action qu'il réalise lui-même est une dangerosité qui va se répercuter sur le spectateur. En fait, se dire « Oh là là, je vais être inquiet pour lui, donc je vais vivre émotionnellement la scène. » Et le fait est que, dans ce film-là, tout comme dans les films précédents d'ailleurs, en effet, les scènes sont impressionnantes. En effet, les scènes sont inquiétantes. On se dit « Mais attends, mais comment est-ce que Tom Cruise a pu faire un truc pareil? Comment est-ce que Tom Cruise a pu
au nom du sacro-saint cinéma, se mettent dans un état de danger. Pareil, pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent à un avion? Pourquoi est-ce qu'ils filment en apnée, etc. Et en effet, c'est impressionnant. Mais moi, la question qui me travaillait déjà avant en arrière-plan devant les films Mission Impossible, mais qui là me travaille particulièrement devant celui-là, c'est est-ce que le fait que la cascade soit impressionnante, que la performance soit impressionnante, implique automatiquement que la scène d'action, en tant que moment de cinéma, soit une bonne scène? Et en fait, à mon avis, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que Tom Cruise, qui a un ego démesuré, on le sait tous, qui a quand même capitalisé tout son parcours d'acteur, là, dans ces 20 dernières années, sur ce qu'il était capable de faire avec son corps, sur le fait qu'il prenait énormément de risques, etc. Encore une fois, c'est comme ça qu'on nous vend Mission Impossible. On nous dit pas, vous allez voir, ce sont des scènes d'action exceptionnelles, vous allez vivre un grand moment de cinéma, on nous dit, vous allez voir à quel point Tom Cruise a risqué sa vie. Et je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le même argument. Ce n'est pas du tout la même chose de regarder un acteur offrir une performance physique particulière et de vivre un grand moment de cinéma d'action qui va nous procurer ce fameux frisson duquel je suis en quête lorsque je vais voir un film d'action au cinéma. Et en fait, l'impression que j'ai eue, si vous voulez, c'est de regarder un moment de cirque. Non pas que ce mot soit négatif dans ma bouche, hein. Il ne s'agit pas de dire c'est le cirque dans le sens c'est le bordel. Mais j'ai eu l'impression de voir quelqu'un réaliser une performance des arts du cirque. Vous savez, comme quand on va au cirque, hein, littéralement, et qu'on voit des trapézistes faire des choses extrêmement dangereuses, etc. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais est-ce que la performance et la dangerosité de ce qu'on me montre fait expérience artistique, fait moment dont je vais particulièrement me souvenir? Parce que Tom Cruise, tout ça, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, et c'est pas que ça m'impressionne pas, parce qu'évidemment que ça m'impressionne, mais je sais qu'il est vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il a fait la promo. Au moins, quand tu vas au cirque et que tu regardes des trapézistes, par exemple, faire des voltiges à 5 mètres du sol, ce n'est pas un moment qui est filmé. Tu ne sais pas s'ils vont réussir. Tu ne sais pas s'ils vont être bien. S'ils vont aller bien, je veux dire, après la performance. Donc, certes, je vois un acteur réaliser quelque chose d'exceptionnel avec son corps, mais je ne vis pas ce moment. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé problème dans ce film, et c'est quelque chose qui m'agace énormément avec la mégalomanie de Tom Cruise, c'est qu'en fait, je suis censé me dire que ce qu'il fait est extraordinaire. En fait, on me fait asseoir dans une salle de cinéma pour regarder un gars faire des trucs, et je devrais immédiatement penser qu'il est génial et que c'est extrêmement impressionnant et dangereux. Mais moi, je viens voir un film. Je veux vivre des scènes. Je veux avoir peur pour le personnage. Je veux me dire, ce qu'ils ont filmé est extraordinaire. La manière dont ils l'ont filmé est extraordinaire. Et c'est un sentiment qui ne me traverse jamais. Et la raison pour laquelle ce sentiment ne me traverse pas, c'est ce que je vous disais précédemment, la mise en avant du scénario et de l'intrigue au détriment de la scène d'action comme objet d'art. Mission Impossible 8 est un film qui se concentre énormément sur son scénario, qui nous raconte donc la suite du 7, hein, sur le fait qu'il y a une espèce d'IA, une entité qui en fait contrôle le cyberespace. On va avoir l'occasion d'y revenir à ça aussi. Et en fait, il faut absolument stopper la fin du monde, bla 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 bla. Et ils sont tellement persuadés qu'ils sont en train d'écrire du Shakespeare que vous avez une concentration de scènes vraiment qui se veulent tragiques en fait, et qui font reposer tout le poids du monde, tout le sort. On n'arrête pas de nous dire à quel point ce qui se passe est important, à quel point ce qui se passe est vraiment un enjeu énorme, etc. Comme s'il y avait un doute sur le fait qu'Ethan Hunt allait réussir, tu vois. Déjà, bon, c'est quand même une astuce scénaristique qui fonctionne moyennement, on va dire, sur l'implication, mais surtout, cette omniprésence d'un tragique de cérémonie, parce qu'en fait, je ne regarde pas un être humain, je regarde un super-héros, en quelque sorte. Donc je sais qu'il va réussir. Je ne peux pas m'identifier au personnage d'Ethan Hunt.
Vu ce qu'il fait, je ne suis pas capable évidemment de faire ce que fait Tom Cruise dans ce film. Mais, si vous voulez, je suis en état d'infériorité par rapport à lui. Donc ce n'est pas de l'émotion qui me traverse, puisque pour que l'on soit ému devant un film, il faut que je puisse m'identifier, il faut que je puisse me reconnaître au moins en partie. Il ne s'agit pas de dire que je suis le personnage, mais les situations qu'il traverse, les émotions qu'il ressent, il faut que je puisse au moins les partager, au moins un petit peu. Là, ça n'est jamais le cas. Et ça n'est notamment jamais le cas parce que le film, plutôt que de me raconter une histoire très humaine, très resserrée, sur un personnage plein de doutes, j'ai déjà eu des doutes, je pourrais m'identifier, là, il va démultiplier, on ne sait pas pourquoi, tout un tas de sous-intrigues et d'intrigues tertiaires avec des personnages qui sont des personnages secondaires de trucs qui se sont passés il y a 8 films, et je suis censé me souvenir de qui est ce mec et être ému par ce qui lui arrive. Mais ça marche pas comme ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne vais pas être ému par le destin d'un personnage qu'on a croisé une scène il y a 8 films. Et on me dit, en fait, ce mec, il était très très important, mais on te l'avait pas dit. Non, c'est pas qu'on me l'avait pas dit, c'est qu'il était pas important, et que tu t'es dit que, comme c'était le dernier, on allait faire du fan service en faisant revenir des personnages dont, pardon, mais tout le monde se branle. Et en fait, tout le film est construit comme ça, dans une accumulation de détails, de moments où vous avez tout un tas de personnages qui viennent se prosterner, en fait, au pied de Tom Cruise, qui est le nouveau Jésus, en quelque sorte, et des personnages dont on devrait avoir quelque chose à faire, pour lesquels on devrait être ému, alors que ce n'est pas pour ça qu'on vient voir Mission Impossible. Le cœur de l'expérience d'un spectateur devant Mission Impossible n'a jamais été l'émotion. Ce n'est pas ça que l'on vient chercher. Et en fait, cette bifurcation ne fonctionne pas du tout, parce qu'elle entend reproduire, actualiser quelque chose qui soi-disant serait en germe dans toute la saga, à savoir qu'on est extrêmement attaché à ces personnages, que voilà, on connaît par cœur toutes les références aux 8 films d'avant. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas attachés à ces personnages. Ce n'est pas pour ça que l'on se déplace en salle. Et donc on a 2 heures de film qui sont consacrés à quelque chose dont on se fout, pardon, mais enfin moi je me fous des personnages de Mission Impossible. Ça ne m'intéresse pas, en fait, d'avoir toutes les petites émotions et les petits problèmes et les petits complexes de tous les personnages secondaires et tertiaires. Ce n'est pas ça que je viens chercher. Et encore, ça pourrait fonctionner si le scénario en lui-même était bon, si l'intrigue était bonne. Mais l'intrigue, pardon, elle est nanardesque dans ce film. Elle est catastrophique. Ce n'est pas possible de gérer une histoire comme ça. Ce n'est pas possible de, à chaque fois qu'on retrouve un personnage, de montrer un flashback d'il y a 4 films et de me dire « Ah oui, voilà, tu te souviens, donc maintenant tu vas être ému ». C'est pas comme ça qu'on construit une identification à un personnage. Ce n'est pas comme ça qu'on s'attache à un personnage. Ce n'est pas comme ça que le spectateur ressent de l'émotion. Le fanservice n'est pas vecteur d'émotion. Le fanservice, il est vecteur de nostalgie. C'est à ça que ça sert. Et ça peut être un sentiment intéressant, notamment lorsqu'il s'agit de le dépasser. Là, c'est pas du tout le cas. On dirait une veillée funèbre. Ce film, on dirait qu'on est tous censés être en deuil pour quelque chose que l'on n'a pas vécu émotionnellement. Et j'en terminerai par cette micro-incise sur le cas de l'IA et de sa représentation dans le film, où je vais sortir un peu de ma position de critique et parler en tant que citoyen, on va dire en tant que quelqu'un qui s'informe. En 2025, à mon avis, ce n'est pas possible de raconter l'IA de cette manière. On a un film qui est complètement ancré dans les années 80. On a l'impression que ce film a été écrit il y a 40 ans. Au moment où on est tous et toutes en train de vivre une révolution qu'est l'IA, que l'on en a tous à la fois, une sorte de mélange entre de la peur, de la fascination, une volonté de comprendre, ce film produit, dans la tradition de la manière qu'ont eu les médias de s'emparer du cas de l'IA, ce film produit de la désinformation.
Et je suis désolé, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que je sais très bien qu'on pourrait me contre-argumenter le fait que c'est qu'un film hollywoodien, on s'en fout, etc. Bah je suis désolé, non, on s'en fout pas. Un film, ça sort dans un contexte, un film, ça dialogue avec son présent, d'accord? Et en 2025, produire une fiction sur un sujet qui fait l'actualité et se renseigner, ne serait-ce qu'un minimum, je suis désolé, c'est le devoir d'un scénariste. Alors qu'on a sur les médias généralistes, des gens qui sont en train de se demander si ChatGPT pourrait prendre le pouvoir, alors que, micro-incise, ChatGPT est un modèle de langage, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chatbot. C'est Wikipédia qui parle, d'accord? C'est une base de données qui répond de façon statistique en fonction de la réponse que vous lui avez, de la question que vous lui avez posée, d'accord? ChatGPT ne va pas prendre le contrôle du monde. Mais ça, le grand public le saurait si il comprenait ce qu'est ChatGPT. Si il y avait un travail d'information qui était fait, une base de données, en effet, incroyablement performante, sans doute une révolution, ne peut pas prendre le contrôle du monde, d'accord? C'est une bibliothèque parlante. ChatGPT, c'est tout, d'accord? Et donc, quand on a un film qui vient dialoguer avec cette peur, avec cette incompréhension, et qui enfonce comme ça tous les a priori, toute cette mystification en fait autour de quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne cherche pas à comprendre, on produit des situations qui sont ubuesques, d'accord? Moi j'ai des amis qui sont ingénieurs informatiques. Et moi, je suis très intéressé, tu vois, j'ai envie de savoir qu'ils m'expliquent ce que c'est que l'IA, je dialogue beaucoup avec eux. C'est pour ça que je suis un peu plus renseigné, entre guillemets, parce que je veux comprendre ce que c'est que cette révolution qui nous arrive. Et donc, il y a des choses que je sais. Et ce que je sais, par exemple, c'est que l'idée qu'un virus informatique investisse le cyberespace, ça ne veut rien dire. En fait, ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas que c'est pas possible dans le sens où, oh là là, je produirais une critique sur le film qui est de dire qu'il n'est pas réaliste. C'est qu'en fait, l'intrigue même du film repose sur un fantasme qu'il faut immédiatement désamorcer. Parce que ce film arrive dans un monde qui n'est pas le monde des années 80. Les IA, ça existe. Donc si tu fais une histoire sur une IA, je t'en supplie, fais un effort. Essaye de réfléchir véritablement à ton sujet, plutôt que de t'enfermer dans un ensemble de fantasmes et de clichés qui ne font pas avancer le schmilblick et qui, pardon, frôle le nanar à certains moments et la désinformation pure et simple. Un autre exemple, et après promis je m'arrête parce que c'est pas notre sujet, il est question dans le film du fait que l'IA prenne le contrôle de l'armement nucléaire des pays. Et donc, elle y parvient. C'est pas vraiment un spoil, je pense que vous vous doutez qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Moi la question que je me pose, comme je suis l'actualité et que je sais ce qu'est une IA, c'est comment elle a fait? Comment elle a fait? Parce que ce type de système ultra sécurisé, qui sont, on va dire, des piliers fondamentaux de la sécurité des nations, eh ben en fait, ils sont pas connectés à Internet. Ils sont pas dans le cyberespace, d'accord? Ce sont des serveurs qui n'ont jamais été connectés à Internet, qui n'ont aucun moyen de l'être, et qui ne peuvent pas être piratés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'un humain vienne brancher une clé USB sur le serveur pour l'infecter. Sujet particulièrement intéressant. Je veux qu'on me montre ça, en fait. Je veux qu'on m'explique comment est-ce que une intelligence artificielle a pu réussir à pénétrer dans des systèmes informatiques qui sont inviolables numériquement. Et ce que je vous dis là, c'est pas une vue de l'esprit de Clément qui vous parle, d'accord? Ce que je vous dis là, ça a réellement eu lieu, en fait. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Pegasus, peut-être que le nom vous dit quelque chose. Pegasus était un virus informatique qui a été mis au point par le Mossad, donc les services secrets israéliens, pour pénétrer les serveurs des centrales nucléaires en Iran, d'accord, pour pouvoir les contrôler de loin. Il y a eu un excellent documentaire sur Arte, je ne sais pas s'il est toujours en ligne, qui nous raconte cette histoire. Et c'était tellement compliqué qu'ils n'ont pas réussi à le cacher. C'est pour ça qu'on est au courant, d'accord? C'est un fait qui a réellement eu lieu. Peut-être on pourrait s'inspirer, lorsqu'on fait un film d'espionnage sur l'IA, de faits qui ont réellement eu lieu. Peut-être qu'on pourrait dialoguer avec le monde, plutôt que de s'enfermer dans notre propre légende. Un film, ça doit dialoguer avec son époque. Un film, c'est dans son époque. Tu peux pas produire des films qui sont déconnectés de la réalité à ce point-là, surtout quand la réalité en question fait l'actualité.
Et tout ça, vous voyez, toute cette paresse, toute cette manière de pas travailler, en fait, vérole le film. Le film est décevant parce qu'il est paresseux. Il est paresseux parce qu'il n'y a pas eu de recherche sur les sujets, il est paresseux parce qu'il préfère faire appel à la nostalgie plutôt que de travailler l'émotion et de la générer lui-même, et il est paresseux parce qu'il ne veut pas faire des films d'action. Il veut documenter les prouesses de performeurs de cirque de Tom Cruise. Et ben je suis désolé, mais ça fait pas un grand moment de cinéma. Pas du tout. L'expérience que j'ai vécue, ça a été une expérience d'attente. D'attente du moment où le film allait décoller. D'attendre le moment où j'allais enfin me dire « Ce que je suis en train de regarder, c'est énorme et je suis content d'être allé voir ça en salle. » Ce moment n'a jamais eu lieu. Alors peut-être qu'il a eu lieu pour vous, et dans ce cas, ça m'intéresse vachement que vous me parliez de la manière que vous avez eu de vivre ce film. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit sur la scène d'action, sur le rapport au corps, sur qu'est-ce que ça veut dire que filmer l'action. Mais voilà, c'est une vraie déception en ce qui me concerne. Et voilà, je veux dire, il était temps que ce trip mégalo de Tom Cruise s'arrête, en fait. Parce que ça ne fait qu'aller de mal en pis. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le pire de tous, parce qu'il y a vraiment des gros gadins dans Mission Impossible, mais oui, on est vraiment très 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 en dessous de la moyenne générale. Donc écoutez, voilà, je peux pas vous recommander particulièrement d'aller voir ce film. J'espère que cette critique vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos accords, de vos désaccords. Vous pouvez tout commenter, pas de souci. Moi, je suis là pour discuter. Ce que je dis est un ressenti subjectif, alors n'hésitez pas à me partager le vôtre. Si vous écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à noter le podcast aussi, voilà, pour augmenter son référencement, et puis ça me fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous dis rendez-vous très bientôt, parce qu'on a beaucoup de gros films qui arrivent, là, donc on va pouvoir parler de cinéma. Et je sais que vous aimez ça, et moi j'aime ça aussi. Allez, salut tout le monde.